Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du mini-cours de zéro à conciergerie, les secrets d'une conciergerie réussie. Aujourd'hui, grosse vidéo, par contre on va traiter de tout ce qui est démarche légale, fiscale, administrative. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas ce que vous préférez en général, mais c'est important vraiment de se concentrer là-dessus, au moins sur une vidéo, comme ça une fois que c'est fait et que vous avez tout ce qu'il faut. Après, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet pour la conciergerie. Mais c'est vraiment indispensable parce que vous allez voir que il y a un risque, ça peut aller jusqu'à un risque pénal quand même, donc c'est quand même des choses qui sont importantes dans le cadre de notre activité. La première étape, j'attaque dans le vif du sujet, première étape, ça va être de choisir la bonne structure juridique. Donc ça, vous êtes peut-être renseigné au préalable. Grosso modo, vous avez deux statuts principaux, micro-entrepreneur, société. Micro-entrepreneur, on a commencé par là, c'est facile, c'est rapide, ça permet de tester l'activité, par contre, c'est pas optimisé. C'est-à-dire que, alors je sais que maintenant, il y a des comptables qui valident les frais de débours sur les micro-entreprises, ce qui se faisait pas encore il y a quelques années. Qui a tort, qui a raison, chacun se fera sa petite idée. Moi, je reste dans l'idée que l'auto-entreprise, c'est vraiment pour tester l'activité, vous rendre compte si ça va partir ou pas, et dans ce cas-là, changer directement de statut et passer en société. Nous, c'est ce qu'on a fait au bout d'un certain temps, à partir du moment où on a dû faire appel à beaucoup plus de prestataires, on a migré vers une SAS, parce qu'on est deux, si vous êtes tout seul, du coup, ça sera une SASU. Ça permet effectivement de séparer votre patrimoine personnel du patrimoine de votre entreprise. Alors, je vois quand même il y a une faute là, il manque un roux là. Mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Ce que nous a encore dit notre expert comptable, c'est que tant qu'on se verse un salaire, la SAS c'est intéressant. Le jour où on souhaitera se verser deux salaires, admettons, là la SARL sera peut-être plus intéressante en termes de charges. Alors, on est moins chargé quand on verse deux salaires via une SARL qu'une SAS. Mais voilà, chaque chose en son temps. C'est pour ça qu'il faut pas plus se prendre la tête par rapport à ça. Petit aparté, justement, ce que je vois de temps en temps, des dirigeants qui se prennent la tête sur les créations, ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a des gens qu'on paye et qui peuvent le faire, en fait, à votre place. Notre boulot, c'est pas de se poser ce genre de questions-là. Faites appel à un expert comptable, il va analyser votre situation et il vous dira ce qui est le plus intéressant pour vous dans votre cas, vraiment dans votre cas particulier, sachant que ça peut bouger automatiquement. Vous voyez, on a commencé par une micro, aujourd'hui on est en SAS, potentiellement, est-ce que on transformera ça vers une SARL, c'est possible. Mais, encore une fois, vous prenez pas la tête par rapport à ça. Être dirigeant, déjà, il faut maîtriser énormément de compétences dans votre activité. Tout ce qui est expertise comptable, création de société, déclaration de TVA, mission sociale, quand on verse un salaire, ne vous occupez pas de ça. Vous avez autre chose à faire. L'étape 2, c'est les démarches administratives pour lancer son activité. Donc là, on est sur des choses assez des choses assez classiques. Obtenir un numéro de siret, c'est obligatoire. Faites aussi attention dans votre équipe quand vous faites appel à des prestataires, que ce soit les photographes, les plombiers, les électriciens, chauffagistes, enfin tous les prestataires, les équipes de ménage également. Assurez-vous qu'elles ont un numéro de siret. Ça, c'est vraiment super important. Demandez les attestations de vigilance. Ça, vous regarderez sur Internet. Ça, c'est important aussi pour vérifier que tout le monde est à jour de ses cotisations. Comme ça, vous, s'il y a un contrôle, vous n'aurez pas de problème. Sur les assurances professionnelles, le minimum, effectivement, vous avez dû entendre parler sur les RCP, responsabilité civile professionnelle. Donc ça, se paraît ultra important. Nous, on est chez AXA, mais après, peu importe finalement où est-ce que vous êtes. C'est plus une affaire de personnes. C'est comme les experts comptables. On pourra vous recommander le cabinet avec lequel on travaille, mais c'est plus une affaire de personnes que de boutique. Là, on disait souvent ça quand je bossais en banque assurance. C'est pas le nom, on s'en fout un peu que ce soit Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, etc. On s'en fout un peu de ça. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un en face qui sache un petit peu de quoi il parle. Et si vous pouvez trouver un expert comptable qui connaît notre activité de conciergerie, c'est quand même mieux, quoi. Ça, on parle la même langue, donc c'est quand même beaucoup plus simple par rapport à ça. Moi, je vous recommande aussi en plus une protection juridique, que ça soit sur le plan particulier ou sur le plan professionnel. Ça peut être intéressant. C'est pas pour ce que ça coûte. Ouvrir un compte bancaire professionnel quand vous êtes en société, de toute façon, c'est obligatoire, donc vous n'aurez pas le choix. En micro, à minima,
vous dit qu'il faut un compte dédié. Moi, je vous conseille d'avoir un compte auto-entrepreneur dédié pour une raison simple, c'est que, alors, il faudrait que je vous retrouve ça, mais il y a un an et demi, il y a un texte qui est passé dans lequel on demande aux auto-entrepreneurs que sur tous les documents qu'ils délivrent, donc ça peut être un RIB, les factures, les devis, etc. Et votre nom. Et quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez nom, prénom, EI pour entrepreneur individuel. Si vous avez un compte perso, même dédié, donc un compte perso, un compte particulier dédié, vous aurez votre nom et votre prénom, mais vous n'aurez pas le EI derrière. Donc ça va vous déclencher des problèmes de conformité par rapport à votre activité. Donc il y a assez peu de chances qu'on soit contrôlé, mais si jamais c'est le cas, là, vous ne faites pas embêter pour des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des comptes auto-entrepreneurs qui sont vraiment pas chers, et au moins on est sur quelque chose de professionnel. Étape 3, les obligations fiscales. Donc en micro, c'est assez simple, déclaration du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel. En société, c'est un expert comptable qui s'en occupe. Donc là, nous, même chose, on se concentre pas là-dessus, on enregistre juste les opérations. On met les différents taux, on indique les différents taux de TVA, mais les déclarations, c'est l'expert comptable qui s'en occupe. La mission sociale, pareil. Voilà. Déchargez-vous, encore une fois, déchargez-vous de tout ça. Voilà. En général, vous avez toujours en fait des outils maintenant en ligne pour faciliter la vie de tout le monde, mais voilà, ne faites pas d'économies sur des choses comme ça. L'expertise comptable, comme son nom l'indique, c'est une expertise, on l'a pas, donc faites faire ça par des professionnels. Et la question de la TVA. Donc ça, c'est toujours un petit point sensible. On distingue effectivement l'activité de location de courte durée avec l'activité de conciergerie. Si vous suivez l'actualité, vous savez que dernièrement, l'activité de LCD a bien changé par rapport à ça. On a eu une mise en conformité d'un règlement européen. Donc, grossièrement, parce que je ne vais pas vous faire quelque chose là-dessus, parce que ça sort un peu du cadre de ce cours-là. Mais grosso modo, avant, on faisait une distinction entre la LCD et la para-hôtellerie. Vous savez qu'en para-hôtellerie, vous avez 4 critères. Si vous en remplissez 3, du coup, vous êtes dans la para-hôtellerie, donc TVA dit 10%. Et il se trouve qu'auparavant, donc cette doctrine fiscale est intervenue au mois d'août, les critères étaient assez larges, donc on pouvait éviter de se retrouver dans cette activité-là de para-hôtellerie. Depuis le mois d'août, ils ont simplifié quand même grandement les critères, ce qui fait que quand on les lit, maintenant n'importe quel propriétaire est éligible à cette fameuse activité de para-hôtellerie, donc avec une TVA à 10%. Chose étonnante par rapport à ça, parce que jusqu'à présent, on était plutôt en termes de jurisprudence sur des refus, justement. L'État nous refusait ces activités-là pour une raison assez simple, c'est que ça les arrange pas, ça ne les arrange pas toujours. Quand vous collectez une TVA à 10%, mais quand dans le même temps vous allez déduire la TVA qu'un propriétaire peut effectuer sur ses achats, sur les prestations de conciergerie, etc., à 20%, ça crée un décalage. Et parfois, l'État va être obligé de leur faire un chèque. Donc jusqu'à présent, c'était refusé, notamment par rapport à ça. Donc on va être vraiment sur du cas par cas, quand ça va être intéressant pour le fisc, pour prendre un petit billet. A priori, on va rentrer dans les cases. Quand ça sera moins intéressant, bizarrement, je pense que les critères vont être un petit peu plus souples, quoi. Autre chose, il y a aussi une question de franchise de TVA. Vraisemblablement, en deçà de 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois, le propriétaire ne risque pas de se retrouver éligible en fait à cette activité de para-hôtellerie. Donc c'est très récent, on n'a pas tous les périmètres, mais c'est vrai que c'est important pour une conciergerie de connaître ces choses-là, rien qu'en termes de conseils. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas à un expert comptable qui va gérer donc une activité de courte durée, mais ça permet de montrer aussi aux propriétaires qu'on suit l'actualité, quitte à ce que lui aille faire ses propres recherches avec son comptable, mais voilà, ça fait partie des choses quand même importantes à savoir par rapport à ça. Activité de conciergerie, donc là, tout va dépendre de la forme juridique que vous avez. Si vous êtes auto-entrepreneur, a priori, vous serez peut-être pas en fait assujetti à la TVA. Alors quand vous allez passer en société, eh bien vous le serez. Donc admettons, si vous êtes à 20% TTC, quand vous n'êtes pas assujetti, vous allez très naturellement récupérer 20% de commission. Quand vous allez appliquer une TVA, c'est-à-dire que là, vous allez retomber à 16,67, parce qu'il y a 20% de TVA que vous allez rendre en fait à l'État. Pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation, moi je vous recommande vraiment de la prendre en compte dès le départ. C'est-à-dire que si vous voulez 20% TTC, anticipez le moment
où vous allez être assujetti. Donc, à ce moment-là, vous avez qu'à vous mettre à 24. Ce qui fait que pour le propriétaire, il n'y aura pas de delta. C'est-à-dire que le jour où vraiment vous allez être assujetti donc à la TVA, au final, vous aurez collecté ce montant-là de toute façon tout le long. Donc vous n'aurez pas de problématique par rapport à ça. Nous, au départ, quand on s'est lancé, c'est quelque chose auquel on n'avait pas réfléchi, donc il a fallu en parler avec les propriétaires, donc d'où l'intérêt d'avoir une bonne relation aussi avec ses clients. Et on a décidé finalement de faire moitié-moitié. C'est-à-dire que nous, on a baissé notre commission de 18%. On a fait mi-chemin, quoi. Ils en ont pris un peu, on en a pris un peu. Voilà. Ça vous évitera de devoir la prendre à 100% charge, parce que quand vous allez annoncer à vos clients propriétaires que la TVA est arrivée et que votre commission elle va augmenter de 20%, c'est quand même une mauvaise nouvelle, quoi. Donc ça, vraiment anticiper ces choses-là pour éviter de vous retrouver en difficulté. Dernière étape, même si ça ne fait pas partie d'une création de société en fait en tant que telle, mais je vous disais ça a des impacts même au niveau pénal. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la loi Houguet. Je suppose que vous avez déjà entendu parler des cartes professionnelles, les cartes G principalement. La carte T, c'est vrai qu'on en entend un petit peu moins parler, mais c'est important, c'est vraiment important, je vous en parle, surtout si vous n'avez pas ces cartes-là, comme 90% des conciergeries. La carte G, dite carte gestion, a un impact sur la perception de fonds. C'est-à-dire que si vous avez une carte G, vous pouvez percevoir les fonds issus des réservations de votre client. Ça a un impact également sur les dépôts de garantie. C'est-à-dire que c'est aussi là des fonds qui peuvent transiter via vos comptes avant d'être versés et éventuellement à votre client. Donc, à contrario, ça veut dire que si vous n'avez pas cette fameuse carte G, vous ne pouvez pas faire de gestion, vous ne pouvez pas percevoir de fonds. C'est pour ça que, en général, les annonces, elles sont créées plutôt sur le compte propriétaire, vous êtes co-hôte, le propriétaire, lui, a mis son RIB, voilà, il n'y a pas un centime qui transite sur vos comptes. En termes de communication aussi, c'est un impact, ça veut dire éviter de parler de gestion, parce que par gestion, on entend gestion locative, donc on évite un petit peu ça, on évite de se tirer une balle dans le pied, parce que pour un peu, en fait, vous respectez toute la réglementation, mais vous parlez de gestion locative, donc les gens vont, une agence immobilière qui voit ça, parce que c'est très facile pour une agence immobilière de savoir si vous avez une carte pro ou pas. C'est-à-dire qu'avec un numéro de tiré, on a un numéro de tiré, instantanément, on sait si vous avez une carte ou pas. Donc, évitons ce genre de choses, hein, ça sera plus intéressant pour tout le monde. Deuxième élément, c'est la carte T. Et ça, on en parle un peu plus rarement. Souvent, on entend même des conciergeries se demander si on n'a pas de carte G, est-ce qu'on peut avoir un moteur de réservation sur notre site internet. À mon sens, ce n'est pas un problème de carte G. À mon sens, c'est un problème de carte T. Carte T, carte transaction. Donc, dans transaction, on imagine la vente de biens immobiliers, mais ça a aussi une dimension de location. Et quand on est sur la location, ça veut dire que ça a un impact sur la création d'annonces, sur la publicité et sur la commercialisation aussi. Donc, à contrario, si on n'a pas de carte T, on ne peut pas avoir de moteur de réservation sur notre site internet. Voilà. C'est pas un problème de gestion. C'est pour ça qu'il y a quelques conciergeries qui se défendent par rapport à ça en disant non, l'annonce elle est sur notre compte, mais le RIB il est au nom du propriétaire, donc ça pose pas de problème parce que les fonds ils transitent pas sur notre compte. À mon sens, encore une fois, je suis pas avocat, hein, mais à mon sens, c'est une problématique. C'est pas un problème de carte G, c'est un problème de carte T. C'est-à-dire que à la limite, très bien, les fonds ne transitent pas sur votre compte, aucun problème. Par contre, ça pose un problème de carte T. Parce qu'on est sur la location, et cette prérogative-là de carte T, ça implique ces périmètres-là de création d'annonces. Donc vous ne pouvez pas créer d'annonces. Vous ne pouvez pas faire non plus de publicité. C'est-à-dire que, à la limite, si on aime jouer avec le feu, on peut parler d'un commentaire voyageur sur un bien avec le lien d'une annonce Airbnb, annonce étant elle-même sur le compte propriétaire, à la limite. Mais on joue, on joue à un jeu dangereux. Mais on peut pas, par contre, on peut pas faire de publicité. Et on ne peut pas avoir de moteur de réservation sur le site internet, même si vous avez des sociétés comme Amenities qui vous diront le contraire. Donc attention par rapport à ça. Si vous le faites, faites-le avec tous les éléments et tous les arguments qui seront possibles d'employer en cas de contrôle, parce que on va se mettre à la place d'une agence immobilière. Une agence immobilière qui a une garantie financière à minima de 110 000 euros, à qui on impose des formations tous les ans,
Tout un tas de documents et d'administratifs et de registres à remplir, etc. Donc des démarches qu'on a nous pas à faire. Automatiquement, si vous allez sur la gestion locative, on vient vous chercher. C'est ça, ça paraît quand même assez logique. Si on était les premiers concernés, bah, on irait aussi quoi. À un moment donné, bon, si vous voulez faire de la gestion locative, à un moment donné, bah, il faut faire ce qu'il faut. Je vous parlais de risque, effectivement, parce que c'est pas juste un problème de carte. Il y a un risque pénal, c'est-à-dire qu'on est quand même sur 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Ça me fait penser que je vous en ai pas parlé, mais euh, ça concerne aussi les états des lieux. Parce que ça, c'est une demande souvent de propriétaires qui vous demandent est-ce qu'on fait des états des lieux avec les voyageurs. Donc ça, il faut bien aussi rappeler, si vous n'avez pas de carte professionnelle, que l'état des lieux, c'est une prérogative aussi de gestion locative. C'est-à-dire que nous sommes des prestataires, nous ne sommes pas des mandataires. Ça, c'est très important aussi à indiquer, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un état des lieux rapide, mais ça va être oral. Il n'y aura pas de document, on ne va pas compter les petites cuillères, etc. Ça, à la limite, c'est possible. Par contre, un état des lieux au sens gestion, non. En fait, on fait pas. Et ça, il faut quand même bien en avoir conscience. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc attention par rapport à ça. Attention à votre communication. Hein, quand vous communiquez sur votre offre, sachez quand même que tout ça c'est bien encadré. Il y a de plus en plus de monde sur le marché, donc automatiquement il y aura de plus en plus de contentieux par rapport à ça. Voilà pour cette partie. Là, vous avez un aperçu finalement de toutes les démarches administratives, légales, fiscales dans le cadre de notre activité. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy hein, dans notre activité, mais c'est vraiment important de voir tous ces périmètres-là pour vraiment pas vous mettre en difficulté dès le départ. Parce qu'il y a des conciergeries qui se rendent compte 6 mois après, 1 an après, qu'en fait, elles faisaient un peu n'importe quoi. Sauf que après, bah, pour redresser la barre, ça peut parfois être compliqué. Prochaine vidéo, ça va être un thème en général que vous affectionnez, parce que c'est de trouver et signer ses premiers clients. Et là-dedans, vous avez finalement 2 compétences différentes. Le fait d'attirer des clients à vous, c'est-à-dire via peut-être une fiche Google, un site internet, etc. Pour ça, il y a un mécanisme d'attraction, comment on attire les gens à nous. Et ensuite, on a une question de démarche commerciale. Donc, si un client vous sollicite, après, il va falloir le convaincre de travailler en fait avec vous. D'où l'intérêt d'avoir bien travaillé à chaque fois sur une offre unique. On parlait dans une autre vidéo de proposition unique de valeur. Ça, c'est vraiment important parce que là, on arrive sur la finalité, finalement. On a l'offre, on a l'offre idéale, on a identifié le client idéal, on va avoir un système d'acquisition et le client va nous contacter. Donc là, on arrive vraiment finalement quasiment à l'aboutissement de cette démarche-là. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à y mettre en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!